Ouais, ok. Bah, déjà, merci à tous d'être venus aujourd'hui. On est vraiment content que vous êtes déplacés jusqu'ici, qu'on a pu créer un moment ici entre nous. Déjà, je voulais juste vous welcome à la Converse, vous dire bonjour à la Converse. Quelqu'un qui n'est pas concentré sur le petit bébé. Mais en fait, nous, je voulais juste faire une petite présentation pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On est un média indépendant qui est propulsé par le journalisme de dialogue qu'on fait à travers les communautés les plus marginalisées. Is she okay? OK. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ce sont des événements qu'on appelle des dialogues de la converse, où il y a des gens qui viennent, qui nous font part de leurs préoccupations un peu partout dans la ville de Montréal et dans le Québec en général. Et à l'issue de ces événements-là, des dialogues de la converse, on soulève et on met de l'avant les préoccupations des personnes à travers notre média. Pour aujourd'hui, c'était Oriol qui est chargé de projet, si je ne me trompe pas, c'est ça? À l'organisme Ici Montréal-Nord, qui est un organisme qui lutte beaucoup contre le racisme, tout ce qui touche à l'inclusion, à l'exclusion, à l'intégration, si je ne me trompe pas, et qui est venu nous voir justement par rapport à ça. Donc, on va passer au tour de table. Moi, je ne me suis pas encore présentée, mais en tout cas, il y a certaines personnes avec qui j'ai eu l'occasion, avant qu'on s'assied tous ensemble, de converser. Mais mon nom, c'est Khadi. Je travaille à la Converse. Je suis journaliste. Mais j'aimerais savoir qui est-ce qu'on a avec nous aujourd'hui. Je vois de très beaux visages et je ne vous connais pas assez déjà. Donc, si on pouvait juste commencer. Peut-être à droite. Attends, on va faire le tour. Ouais. Faisons le tour de tout le monde pour que l'on soit tous à l'aise avec tout le monde. Moi, c'est Mélissa, je suis journaliste à la Converse également. Enchantée, moi aussi je m'appelle Mélissa, donc je suis conseillère en intégration sociale au CARI Saint-Laurent, donc je suis en charge des demandeurs d'asile. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Fatih Diamban. Moi aussi, je suis conseiller en intégration sociale au Carré Saint-Laurent. Donc, je travaille ensemble avec Mélissa dans le même organisme. Donc, on se charge de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants au Québec et au Canada. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je suis coordinatrice de projet ici à la Converse et bienvenue ici. Bonjour, je suis Angelica Lopez, je suis intervenante en santé à l'organisme LICI. Bonjour, je suis Rima Jean-Baptiste. Je viens d'ici avec Angelica et je suis accompagnée de tous mes amis. Bonjour, je réponds au nom de Farouk Stanley. Je suis haïtien d'origine, je suis à peine arrivé au Québec. C'est une bonne initiative pour combattre contre le racisme dans le monde et aussi maintenant dans le Québec. C'est un grand plaisir pour moi. Merci. Bonjour, je suis Azé Pierre et ma formation c'est marketing et comptabilité et maintenant je travaille pour une institution financière au niveau de marketing et je suis conseiller en voyage aussi. Je suis un nouveau arrivant. Bonjour, je suis Marie-Gardy Désir, nouvelle arrivante et invitée par Oriol. Je suis très contente d'être parmi vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Gardy Chéris. Je suis invité par Oriol. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Abgaël Jean. C'est Oriol qui m'avait invité. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Bonjour, moi c'est Hervé et Balanchim. Je suis expert en cybersécurité et je suis agent d'intégration à l'ICI Montréal-Nord. Merci. Bonjour, je suis Beltré Hutzler. Je suis invité par Oriol. Bonjour, je suis Rodely Beltré de Ville. Je suis invitée par Oriol. Bonjour, je m'appelle Moussa Souma. Je suis invité par M. Oriol. Enchanté et puis je suis content et très content d'être parmi vous ce soir.
Bonjour, mon nom c'est Pierre Mackinson. Ça fait environ 8 mois que je suis ici et je suis invité par l'ICI. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc, salut tout le monde, mon nom c'est Widline Joseph, je suis intervenante aux activités et au jumelage interculturel à l'ICI Montréal-Nord et je suis là pour soutenir mon collègue et aussi pour contribuer à mettre fin au racisme. Merci pour ces présentations, tout le monde. On est autant contente que vous. Fait que moi, en fait, personnellement, c'est une des questions que j'aimerais poser aussi pour ouvrir encore un peu par rapport au sujet, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, pardonnez-moi. Ça serait de demander à nos deux intervenants ici, qui travaillent justement tous les jours avec des personnes qui vivent certaines situations, de nous parler un peu de leur quotidien en tant que conseiller en intégration au Carré Saint-Laurent. Fait qu'on va commencer, donnez-nous une journée quotidienne. C'est quoi les réalités auxquelles est-ce que vous faites face parmi les personnes que vous rencontrez tous les jours? Donc, rebonjour. Moi, si je peux me permettre, je pense que la réalité à laquelle je suis confrontée au quotidien est différente de celle de Fatih, puisque moi, je rencontre que des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, donc, ils ont un statut précaire au niveau économique. Ils ne peuvent pas travailler s'ils n'ont pas de permis de travail. L'immigration dit que ça prend normalement 3 mois. Pour les demandeurs d'asile, ça prend 1 mois. Il y en a que ça fait 1 an qu'ils attendent. Et le délai est long. Il y en a qui sont en attente donc, pour aller en audience, donc pour savoir si leur statut est accepté. Puis ça prend du temps. Il y a des personnes qui attendent 4 ans, 3 ans. Le coût du logement, en réalité, avec la crise du logement, donc ils me mentionnent que leur logement, donc ils ont un budget de, disons, 1 200 $ pour la famille. Mais la réalité, c'est que trouver, exemple, un 4,5, un 5,5 à 1 200, c'est très rare, donc autant que ce soit pour moi ou pour eux, donc pour monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est vraiment ça à quoi je suis confrontée. Donc, de regarder avec eux pour du logement. Il y en a qui ont des besoins de banque alimentaire, pour des vêtements. Comment je peux travailler? Je vais prendre des cours d'anglais, je vais aller à l'école, je vais trouver un autre emploi, je vais changer d'emploi, on m'exploite, on ne veut pas me payer comme il faut. Ça arrive ça. J'ai quelqu'un qui j'ai aidé dernièrement pour les petites créances puisqu'on lui avait on lui avait promis un appartement et il a fait le dépôt et après on lui a dit finalement l'appartement il est plus disponible. Donc on lui a demandé sa nationalité, on lui a demandé tu viens où, de quel pays et finalement il s'est fait niaiser comme on dit ici en québécois. Il y a aussi souvent la réalité, on parle un peu plus de ça, je trouve que c'est important de le nommer, mais le racisme médical, dans le fait qu'au niveau donc, de ton ethnicité, au niveau donc de d'où tu viens, le racisme n'a pas de couleur. Donc un médecin, un avocat, un dermatologue, un journaliste, une infirmière, un président, ce que vous voulez. Donc s'il a des préjugés par rapport à une nationalité, une ethnie, à une religion, à une race, donc par rapport à une personne en fonction de qui elle est ou les valeurs auxquelles elle adhère, ça va changer, ça va influencer comment il agit avec cette personne-là. Et j'ai des usagers qui parlent de plus en plus que j'ai été chez le médecin et voilà, le médecin me dit ça. Donc, je pense que j'ai été victime de racisme médical. C'est ce que je vois au quotidien. C'est pas facile puisque de les entendre et les histoires, il y en a que c'est plus facile que d'autres. Mais il y en a que c'est plus facile, il y a des cas plus difficiles. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Voilà. Bon, bonsoir tout le monde. Merci Mélissa d'avoir introduit ton quotidien au Carré. Je sais qu'on partage le même quotidien. Donc, avant que tu commences, moi, depuis le mois de juillet jusqu'à présent, j'ai aussi accompagné 243 demandeurs d'asile. Donc, je sais ce qu'ils vivent au quotidien. Ce n'est pas juste les demandeurs d'asile qu'on accompagne, mais d'autres personnes qui ont d'autres statuts qu'on appelle des résidents permanents, même des citoyens canadiens qui sont là depuis longtemps, on les accompagne. La majorité de notre travail, c'est de l'accompagnement, c'est de l'aide technique, notamment sur les demandes d'immigration. Renouveler les permis de travail, faire les demandes de permis de travail, renouveler les cartes de résidents permanents, faire des demandes de résidents permanents pour des personnes qui passent de demandeurs d'asile à personnes protégées qui doivent présenter leur demande
de présenter une demande de CSQ au niveau du MIFI, l'immigration de Québec, puis par la suite faire une demande de résidence permanente, puis du début jusqu'à la fin, des personnes qui sont là, qui veulent en faire venir leur famille ici au Québec. On les aide dans le processus de remplir les formulaires, de présenter la demande en ligne. C'est des choses qui, souvent, on pense que c'est facile, mais c'est pas facile pour d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, on trouve tout est high-tech, technologie ici. Donc, on les accompagne dans ce processus. Notamment les demandeurs d'asile, c'est eux qui aussi trouvent beaucoup de précarité, comme l'a déjà abordé ma collègue Mélissa, qui souvent d'autres qui viennent ici, qui font 8 mois ici sans permis de travail, avant de recevoir leur premier permis de travail. Même aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me contacte et qui me dit, depuis qu'il est là, ça fait, je ne sais pas, 6 mois maintenant qu'il n'a pas encore reçu son premier permis de travail. Il a de l'aide sociale, mais il ne veut pas ça, il veut travailler. Fait que c'est des choses qu'on reçoit au quotidien. Dès que souvent, on est dans une situation d'impuissance face à ce qu'ils nous présentent, parce qu'on est face à une machinerie vraiment lourde qu'on ne peut pas bouger, quoi. Fait que c'est notre quotidien. Voilà. Il y a une autre chose que je veux juste aussi ajouter. Il y a ce qu'on appelle l'aide juridique. Donc, pour ceux qui ont un faible revenu, ils peuvent avoir donc des avocats donc, qui sont payés par l'État et ça coûte moins cher d'après un certain seuil d'admissibilité. Par moment, tu peux aussi devoir faire une contribution significative, mais les avocats qui chargent selon leur tarif 150, 75, ça dépend d'eux, ne disent pas toujours cette information-là aux usagers. Donc, quand je leur demande, d'accord, vous êtes sur l'aide sociale, est-ce que vous payez votre avocat? Oui, il m'a dit que je lui dois $600. Donc, comme je ne lui ai pas donné l'argent, il ne veut pas continuer à travailler avec moi. Moi, à chaque fois, je me trouve toujours abasourdie. J'ai dit, mais il ne vous a pas mentionné que vous n'êtes pas censé payer? Non, il m'a dit, si je ne le paye pas, il ne répond pas à mes appels. Donc, ça arrive qu'on doit aussi les aider, les expliquer, donc pour les référer vers des avocats en aide juridique. Tout ça pour montrer combien, quand on a un statut précaire, malheureusement, donc le système tend à être contre toi alors que tu n'as pas demandé, tu as tout laissé. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et je leur dis souvent ça. Et je trouve ça dommage qu'ils doivent être confrontés à ça alors que c'est hors de leur contrôle. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est plus un commentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Vous savez, lorsque les gens viennent ici, très souvent, ils ont peur. Premièrement, ils ont peur, on a dit, d'être déportés ou toutes sortes de croyances que les gens se passent. Un a vécu telle chose, donc ils passent ces peurs-là aux autres. Mais il y a aussi la perception des services, la perception du racisme. Par exemple, quelqu'un qui est haïtien, il vient d'un pays où tout le monde est noir comme lui. Le racisme, pour lui, ça n'existe pas vraiment, mais il va vivre du colorisme dans son pays. Il va être traité différemment que quelqu'un qui a la peau claire, par exemple, en Haïti, ou quelqu'un qui est noir comme lui, mais qui a plus de moyens financiers. Donc, il y a un mépris qui est associé avec la richesse. Donc, quand les gens viennent ici et qu'ils ont un statut précaire, le fait qu'ils se disent « Ah, j'ai pas encore beaucoup d'argent », de subir des choses négatives qui mettent en question leur dignité, pour eux, c'est un peu normal parce qu'ils se disent « J'ai pas encore un statut légal, mais aussi un statut financier ». Parce qu'au pays, c'est la même chose. Je suis pauvre, j'ai pas beaucoup d'argent. On me regarde de haut, je vais à l'hôpital, j'ai pas beaucoup d'argent pour recevoir des soins. On me regarde comme si j'étais pas important. Arrivé ici, je vis la même chose. Donc, encore une fois, je pense que c'est très important de connaître le côté culturel des gens avec qui on travaille. Pourquoi est-ce que cette personne, elle va subir quelque chose à l'hôpital, mais que ce sera normal pour elle? Pourquoi cette personne va loin un appartement, on la traite mal, mais pour elle, c'est normal? Il faut aller plus loin que juste vous avez subi du racisme. Il faut aller plus loin, comprendre sa perception culturelle et lui faire comprendre qu'en premier, moi je leur dis toujours ça, vous avez choisi le Canada pour une raison. Ici, tout le monde est égal. Ça, c'est comme ça que je commence à parler avec les gens avec qui je travaille. Si vous avez choisi le Canada, tout le monde est égal. Donc, si tout le monde est égal, que vous avez subi telle chose, est-ce que c'est normal? Basé sur le fait que tout le monde est égal. Donc, en disant ça, on laisse derrière tout ce qu'on a pu vivre au pays, comment on voit les choses habituellement. Et là, la personne se rend compte que si tout le monde est égal,
au Canada et que j'ai choisi le Canada, cette chose que j'ai vécue, ce n'est pas normal. Donc, il y a un travail d'éducation à faire. Il y a aussi un travail d'écoute. Ce n'est pas juste leur dire, voici le racisme, c'est d'écouter les gens, de comprendre leur perception. Comment est-ce que la personne, elle a perçu la situation qu'elle a vécue. Et puis là, je pense qu'à partir de là, on peut aller de l'avant. Donc, voilà. Sensibilisation, voilà. J'ai aimé cette partie où tu as abordé la question de perception. C'est hyper important aussi d'aborder cette question de perception. La perception, exemple, je donne l'exemple des policiers. La perception que moi j'ai des policiers dans mon pays. Puis ici, la perception, le rôle de la police ici, ça va être différent. Dans d'autres pays, tu peux te faire arrêter par un policier puis te faire dire n'importe quoi ou te maltraiter. On l'accepte. Tu viens ici aussi, donc ça va être différent. On est dans un pays de droit ici, donc si le policier te dit des choses ou te traite d'une autre manière, là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter, surtout si c'est des trucs injustes. Donc, nous, en tant qu'intervenants, on est la première ligne. Souvent, ces gens-là ont peur de parler dans les institutions, comme on l'a dit tantôt, dû à leur statut, dû à leur précarité. Donc, souvent, beaucoup de choses se disent aux intervenants, nous qui sommes en première ligne, qui accueillent, qui les aident dans les processus, dans les démarches, dans leur intégration. Beaucoup de choses, ils nous confient beaucoup de choses. Donc, c'est à nous de jouer beaucoup ce rôle de sensibilisation. C'est notre rôle en tant qu'intervenant de les informer de leurs droits et de leurs devoirs ici au Québec, qui peut être très différent de leur pays d'origine. Je vais juste vous montrer deux situations par rapport au racisme. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai passé... Ça fait une dizaine d'années que je vis à Montréal-Nord. Donc, je n'ai pas grandi à Montréal-Nord. J'ai grandi à Saint-Michel. Et je me rappelle à peine quand j'étais arrivée à Montréal-Nord, déjà peut-être 19 ans à peu près, j'étais avec mon frère sur la rue Lapierre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Montréal-Nord, c'est là où c'est le plus chaud. En général, quand vous entendez toutes les histoires bizarres de ce Montréal-Nord sans jamais y avoir mis le pied, c'est souvent sur cette rue-là que ça se passe. J'étais avec mon frère et mon frère, c'est un grand homme haïtien, peau foncée, 1,80 m. Dès qu'il est quelque part, on le voit. C'est un géant, foncé, positif. Et moi, j'étais à l'époque revendication. Moi, j'ai grandi ici, donc manifestation, revendication. Et je marche avec mon frère sur la pierre. On allait acheter de la pizza pour les enfants. Et il y a un itinérant, un monsieur caucasien, qui vient voir mon frère. Puis il dit, hey, t'as de l'argent? Il dit, ah non, j'ai pas d'argent, trouve-toi un travail. C'est ça que mon frère lui dit. Puis là, il dit le mot en haine à mon frère. Okay, pour les nouveaux arrivants qui ne savent pas c'est quoi le mot en haine, c'est le mot qui était utilisé pour décrire les Noirs au temps de l'esclavage. Ça commence par un N. Je vous le dirai après quand ce ne sera pas enregistré. Donc, il dit, hey, toi, il Il dit ça. Puis moi, je suis fâchée. Je suis prête à lui sauter dessus. Il dit ça à mon frère. Mon frère commence à rire. Mon frère part il dit, ah ouais? Tu m'appelles comme ça? Toi, ça? Toi qui me demandes de l'argent? Toi, tu penses que tu es un blanc? Toi, tu penses que tu es Christophe Colomb? Tu es là à me demander de l'argent. Tu penses que tu diriges le monde? Mais réfléchis bien, le mot que tu m'as dit que tu m'as traité, c'est probablement toi, ce mot-là. C'est pas moi. Moi, je travaille, je suis utile à cette société. Ce mot-là, c'est toi même qui l'est. C'est pas toi, là, ces grands blancs qu'on connaît dans l'histoire qui ont dominé le monde. C'est pas toi, ça. Donc, l'esclave que tu m'appelles, c'est pas moi, ça. Là, le monsieur, à ma grande surprise, il a regardé mon frère, puis il a dit, ben, je suis désolé. J'étais tellement sous le choc. Puis mon frère, là, je l'ai dit avec beaucoup de... Mais mon frère l'a dit doucement, bien relax, avec son sourire habituel. Puis là, on s'en va, on continue à marcher. Et moi, je suis comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mon frère vient de se faire traiter du N-word, le mot en N. Il est resté relax. Moi, j'étais prête à me battre. Et le monsieur, à la fin, lui a dit, je suis désolé, bro. Puis il est parti. Ça m'a marqué. La même situation, un ami que j'ai, ça fait même pas 2 ans, il a des enfants
Il était dans sa voiture avec un autre ami de sa famille, un autre membre de sa famille. C'est des Noirs, des Haïtiens, grands, cheveux tressés, longs cheveux. Et puis, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait un trafic. Il y a un chauffeur qui est descendu, qui est venu frapper sur la vitre de leur voiture pendant qu'ils étaient dans le trafic sur l'autoroute. Et là, lui, il baisse la vitre, puis il dit, oh, monsieur, c'est quoi ton problème? Il descend de la voiture, puis le monsieur, il dit, hey, tu m'as doublé sur l'autoroute, c'est quoi ton problème? Puis c'est le trafic, donc les voitures n'avancent pas. Fait que là, le monsieur, il lui dit, sale haine. Puis l'autre passager, qui est aussi noir, qui était à côté de lui, deux gars costauds, ils sont fâchés, ils commencent à se battre avec le monsieur, mais le monsieur avait un ami aussi dans la voiture, qui descend, qui vient se battre avec eux. Et comme on est dans les temps modernes, des gens ont commencé à filmer pour le même mot. Eh bien, une plainte a été portée contre ces deux hommes noirs-là. Parce que les vidéos, ils avaient des preuves. Malgré que ceux dans l'autre voiture sont venus se battre aussi, puisque c'est eux qui ont frappé en premier, il y a des vidéos qui ont été amenées et mon ami, père de famille, a dû faire des travaux communautaires pour le même mot. Et ça, ça fait même pas 2 ans, là. Donc, ça fait réfléchir. Oui, comme Moussa, il a dit, il y a des conséquences. Quand on réagit sans réfléchir, il y a des conséquences, ça fait mal. C'est un mot qui a toute une histoire lourde avec, c'est raciste, ça nous fait mal. Et je suis contente de voir qu'il y a beaucoup d'hommes noirs dans la salle ce soir, parce que malheureusement, vous êtes ciblés. Que ce soit avec le profilage racial, avec les policiers, malheureusement, vous êtes ciblés. Donc, je suis contente que vous soyez là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir avec l'histoire de mon frère et l'histoire de mes 2 amis? C'est comment vous gérez la situation. Imaginez, mon ami, il n'a pas pu aller travailler parce qu'il devait faire des travaux communautaires. Un père de famille, un homme bien. Et mon frère, lui, à la fin de la journée, on est allé acheter la pizza et on est rentré à la maison. Donc, mon conseil, ce n'est pas de ne pas porter plainte. C'est de prendre un instant, de réfléchir, de ne pas vous attirer des problèmes. Parce que des hommes noirs ou des femmes noires avec des dossiers criminels, ça aussi, c'est une balle de plus que vous avez dans le pied pour avancer dans le système. Donc, prenez un moment. Quand vous vivez quelque chose, prenez un moment. Comme je vous l'ai dit, ce que vous ressentez est légitime. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais prenez un moment, pensez plus loin. J'ai accepté ce que je ressens. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce que j'ai ressenti? Est-ce que je vais plus loin? Je porte plainte? Ou bien je parle avec des amis, on change les idées, je parle avec un intervenant? C'est à vous de décider. Mais pensez à votre réaction, c'est très important parce que la suite est aussi importante que l'acte. Donc c'est ça mon conseil. Comment est-ce qu'on réagit à un acte raciste? On prend le temps. On réfléchit à la situation. On n'est pas impulsif. On sait qui on est aussi, comme mon frère. Il s'est fait traiter de N-word, il a dit non, moi je ne suis pas ça. Il sait qui il est. Comme le monsieur, il a dit, vous devez savoir qui vous êtes. Ne marchez pas la tête baissée. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais se faire traiter de N-word. Parce qu'il y a une façon qu'ils marchent. Chaque pas qu'il dépose sur le sol, tu n'oseras pas l'appeler N-word. Sachez qui vous êtes. Et si un acte raciste se présente à vous, vous prenez le temps. Ah, ça m'a fait mal. On prend le temps d'y réfléchir et on décide de la suite. Et c'est propre à chacun. La réaction, c'est propre à chacun. Mais ne vous attirez pas des problèmes. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Merci. Je pense que moi, je suis une des personnes qui dit qu'ici, c'est les Canaan. Parce que pour moi, c'est ça. Je suis immigrante aussi. Et je parle espagnol. Et c'est dur pour moi, quand j'arrivais ici, que je ne parle pas vraiment le français. Même encore, je ne le parle pas vraiment bien, mais j'essaie de m'exprimer. Et ça, c'est déjà... je sentis déjà des personnes qui essayent de me faire mal à cause de ça. Alors, ça, c'est déjà quelque chose. Et nous, au bureau, on a remarqué quelque chose que c'est, pour moi, c'est la pire chose de discrimination. Quand les gens qui sont de la même race que nous, qui essayent de nous faire du mal. Ça, c'est, on a vécu
plusieurs fois des personnes qui ont fait mal, des personnes de la même pays qui sont, de la même pays qui viennent, et ils ne respectent pas ces droits. Et ça, c'est plate parce qu'on peut penser, mais nous sommes de la même peuple. Et on espère avoir la unité avec les personnes qui sont de la même peuple que nous, mais malheureusement, ils sont des personnes qui ont venu plus tôt que nous. Avant, ils ont fait déjà une vie ici. Ils ont peut-être plus de l'argent, etc. Mais ils traitent vraiment mal les personnes. Et ça, c'est dur. Alors, je pense que nous, pour changer tout ça, on doit commencer pour nous-mêmes. Parce que je pense que tous nous, on fait des racismes nous-mêmes. Je me sens parfois discriminée pour des autres personnes de couleur noire. Je vous dis ça. Et je dis, mais pourquoi? Le monde, on a la même couleur de sang. Si on se coupe, c'est la même couleur, c'est rouge. Alors pourquoi on doit voir les autres comme différents? Nous sommes pareils. Nous sommes des humains. Mais c'est terrible. Quand moi je vois les personnes qui sont déjà ici, ça fait longtemps, et parfois, une fois, dans ce bureau, il y avait arrivé 2 femmes avec des enfants. Ils ont sonné une porte. Personne n'ouvrit la porte. Les 2 femmes se sont assises par terre avec les enfants. Il y avait quelqu'un à l'intérieur du bureau qui disait « Attendez là, on ne peut pas vous ouvrir, asseyez-vous par terre ». Nous, on était étonnants comment il a dit les femmes de rester par terre. Ça, ce n'est pas correct. Mais parfois, on trouve que nous sommes plus sévères avec avec les personnes qui viennent de notre propre pays et qu'on ne fait pas attention avec ça. Je crois qu'on doit penser à tout ça. Et moi, je crois que c'est les Canaan, à cause de ça que tu avais dit tout à l'heure. C'est un pays qui a des lois. Il y a la loi, il y a des façons de régler les situations, de continuer à vivre la vie tranquille. Et c'est ça que je dis toujours aux immigrants. Au moins, parce que quand on a quitté le pays, moi, c'est à cause qu'on voulait sauver la vie. Et grâce à Dieu, on a ici, au moins, nous sommes en sécurité encore. Parce qu'on peut marcher par la rue. Dans mon pays, la Colombie, on ne peut pas. Si on marche, ils vont essayer de nous tuer, ils vont essayer de nous voler ou faire n'importe quoi. Mais ici, grâce à Dieu, on a ça, on a encore la sécurité. Mais c'est à nous de changer nous-mêmes pour que tout change en commun pour tout le monde. Merci. Merci pour diverses interventions. Je voudrais dire ceci. Les organismes communautaires et autres, ça existe, oui. Faire des sensibilisations, oui. La diversité culturelle, ok, nous acceptons. Mais moi, je me dis, le point d'intersection pour les nouveaux arrivants, c'est le fait d'avoir un statut qui est précaire. Et 90% d'entre eux refusent de dénoncer les actes de racisme ou de négligence parce qu'il a peur. Est-ce que les organismes ou vous aviez déjà réfléchi à mettre en place une plateforme qui permet de faire la dénonciation de façon anonyme en ciblant le lieu où la personne a vécu ces actes pour permettre à ce que la personne qui fait subir les actes de racisme soit aussi sensibilisée de façon indirecte. Parce que s'il y a la peur de l'autre côté et que la personne qui les subit est aussi et pose aussi des actions, donc ça va diminuer chez la personne qui fait subir à l'autre le racisme et l'autre aussi sera en mesure de les dénoncer et ça peut créer de l'équilibre.
Est-ce que vous aviez déjà quelque chose ou plateforme en ligne où quelqu'un peut s'inscrire de façon... Ouais. Merci. Non, mais merci pour ton intervention. C'est une très bonne idée, mais c'est quelque chose qu'on pourrait possiblement donc proposer à la direction, mais c'est pas quelque chose qui existe, non. Mais je trouve que les organismes puissent s'outiller, donc avoir ça et offrir ça à la clientèle, c'est vraiment une très bonne idée, vraiment. L'organisme ça s'appelle ici, qui est là. Donc, souvent, quand les personnes viennent d'arriver au Québec, ils sont beaucoup plus référés vers ces organismes-là, comme vous, comme le Carré Saint-Laurent. Donc, nous, ce qu'on dit souvent aux personnes, on leur explique de manière générale d'abord leurs droits ici au Québec, que ce soit au niveau du logement, que ce soit sur leur statut, tout, on leur explique de manière générale. Dans ces situations-là, si ça se passe, on vous demande en premier d'expliquer ça à vos conseillers. Chez nous, on va dire conseillers. Dans d'autres organismes, on va dire agents d'intégration. Il y en a qui vont dire agents d'aide. Se confier à ces personnes-là, nous, on connaît des ressources, puis on sait comment aller vers ces ressources-là pour dénoncer ces trucs. Il y a des organisations, il y a des comités de logement. Si la personne ne peut pas réagir, agir elle-même, déjà, ils ont tellement de choses dans la tête, ils ont tellement de procédures à faire qu'ils ont à s'occuper d'autres choses là que de poursuivre ces gens-là. Fait que c'est de se confier à vos conseillers, puis qui vont vous donner des conseils, puis vos conseillers ou vos agents d'aide à l'intégration aussi ils connaissent souvent, on a des ressources, exemple au Carré, nous souvent on réfère dans les comités de logement qui peuvent souvent faire de la médiation. Nous-mêmes, on peut faire aussi de la médiation souvent avec les propriétaires qui souvent des personnes ont subi des choses injustes ou ils ont des problématiques avec leurs propriétaires. Nous, en tant que conseillers, on peut faire de la médiation entre ces personnes-là. Je vais me permettre de rebondir sur la question du logement. Ma collègue Angelica, qui est là, un de ses tâches à l'ICI Montréal-Nord, c'est d'aider les demandeurs d'asile à trouver des logements. Bien que le racisme, ça ne s'arrête pas juste au logement, OK? Mais c'est des conversations qu'on a eues en rencontre d'équipe. Et vous savez, la réalité, c'est que les gens ont très peu de moyens. Tu vis du racisme, on refuse de te louer l'appartement parce que tu es noir. Tu vas voir le comité du logement qui s'arrange pour amener la plainte un peu plus loin. Ce n'est que des petites amendes que ces propriétaires vont payer. Et ces petites amendes ne représentent rien pour eux. Et ça, c'est la réalité et les gens doivent être au courant. Donc là, il y a une question à se poser. Est-ce que je vais me fatiguer à aller trouver un avocat pour poursuivre quelqu'un qui, à la fin, va avoir une petite amende à payer, ou bien je passe à autre chose? Parce que les gens doivent être conscients aussi de la réalité. Très souvent, on va vivre un acte de racisme et il n'y aura pas de conséquences directes pour la personne qui va poser cet acte. Comme on dit au Québec, personne n'est raciste, mais pourtant le racisme est là. Mais personne n'est raciste ouvertement. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous ne vous sentez pas bien dans une situation, la première chose à faire, c'est de reconnaître que la façon que vous vous ressentez, que vous avez le droit de vous sentir comme tel. Parce que vous savez, le racisme, tout le monde joue un petit peu avec ça. Vous vivez quelque chose, vous avez envie d'en parler et quelqu'un d'autre vous dit « Ah non, je pense pas que c'est du racisme. Je pense que c'est toi qui l'as compris comme ça. » Et nous-mêmes, on va dire « Ah ouais, je pense que c'est moi. » Non. La première chose, c'est de vous donner vous-même le droit. J'ai ressenti telle chose, j'accepte que j'ai ressenti telle chose. Prochaine étape, qu'est-ce que je fais avec ce sentiment que j'ai ressenti? Est-ce que je vais chercher justice? Est-ce que je vais chercher quelque chose? Ou bien, au contraire, j'évite cette situation. Donc là, c'est à vous de décider. Okay? Comme je vous ai dit, dans les faits, quelqu'un refuse de vous louer un appartement, vous arrivez à le prouver, cette personne-là va avoir une petite amende à payer et elle va recommencer avec d'autres personnes. Ou bien, vous portez plainte, bien sûr, mais après, vous passez à autre chose, vous restez positif et vous reconnaissez que j'ai vécu telle chose, je l'ai reconnu, je vais l'éviter. Parce que, écoutez, est-ce que vous voulez vraiment louer un appartement entre les mains de quelqu'un que, dès le début, vous a fait comprendre qu'elle ne vous considère pas comme un être humain à part entière? Est-ce que vous voulez un propriétaire comme ça? Donc, je vous encourage, oui, vous voulez porter plainte, aller plus loin, mais rappelez-vous, le plus important, c'est votre bien-être mental, physique, financier, spirituel, et qu'il y a des combats, des fois, ça ne vaut pas la peine.
Et ça, c'est des choses qu'on ne va pas vous dire. On va toujours vous encourager. Oui, portez plainte, mais pensez à votre bien-être. Ça, c'est très important. Je suis au Québec depuis comme 20 ans, 22 ans. OK? Des gestes de racisme, vous allez en vivre tout le temps. Puis ça, c'est le côté plate, parce qu'on arrive au Canada, on est comme, oh mon Dieu, on travaille avec de nouveaux arrivants, ils me disent, Canada, c'est Canaan, en faisant référence à la Bible, le pays promis par Dieu. Les noms se ressemblent, hein? Canada, Canaan. Et là, je leur dis, oh, l'atterrissage va faire mal. Hein? Mais sachez que, premièrement, le racisme existe. Et quand vous vivez quelque chose, que vous ressentez quelque chose, ce n'est pas aux autres de vous dire si c'est du racisme ou pas. C'est comment est-ce que vous vous êtes senti. Et à partir du moment que vous acceptez comment vous vous êtes senti, vous décidez de ce que vous faites avec cette émotion. Est-ce que je demande justice ou est-ce que je vais tout faire pour éviter cette situation, pour ne plus ressentir cette chose? Ça, c'est vous qui pouvez décider parce que c'est votre combat. Et c'est un combat qui va durer toute votre vie, malheureusement. Mais si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on voudrait mettre fin à ce combat pour nos enfants, mais un jour à la fois. Mais pour le moment, acceptez ce que vous ressentez et ne minimisez pas ce que vous ressentez. C'est la seule chose que j'ai à dire pour répondre à la question. Merci beaucoup. Merci à nos deux invités aujourd'hui, Fatih et Mélissa. Merci beaucoup pour votre expertise. Puis, merci aussi à toutes les personnes qui sont venues assister à la discussion, participer aussi à la discussion. Merci beaucoup pour vos partages, vos témoignages, vos prises de parole. C'est très enrichissant. Puis j'espère qu'on va pouvoir poursuivre le dialogue tous ensemble. Merci aussi à Oriol pour avoir pu rendre ça possible et pour avoir tenu le micro toute la soirée. C'est bon. Merci. Merci à vous. Merci. On peut se donner une main d'applaudissement. Oui. Merci.